attention. And that shit got me second guessing, babe. Can't guess it, babe. I wouldn't cheat. Got me passion. Warmer, warmer, getting warmer. Feel that passion. I wait longer.
Bonjour à tous et bienvenue à l'événement La Transition s'invite, l'événement qui nous invite à se rassembler pour propulser la transition sous toutes ses formes, autant chez les jeunes que chez les adultes, pour bien sûr amplifier leur pouvoir d'action. On est le 23 février, c'est la dernière journée de l'événement. En fait, l'événement se termine ce soir à 19h. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, l'événement s'inscrit dans la démarche d'accompagnement de la transition écologique qui est offerte aux écoles secondaires par le Lab 22, mais aussi dans la lignée de la signature du Pacte de l'école québécoise qui a été signé il y a 3 ans exactement par des centaines d'institutions scolaires. Et puis moi, je m'appelle Maud Carmel. Certains me connaissent sous le nom de Bravo Maud sur Instagram, d'autres me connaissent comme chroniqueuse ou comédienne, mais vraiment, là, je fais de la vulgarisation environnementale ou des capsules ludiques sur mon compte Instagram. Petit rappel pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, si vous avez une question pour notre invité, l'écrire dans le module Q&R en bas ou en haut de l'écran. Si vous voulez la poser de vive voix, vous levez la main, là, le petit bouton avec la main en haut, et vous attendez que le modérateur vous donne la parole. Pour tout commentaire, vous pouvez toujours utiliser le chat. C'est toujours le fun de voir des échanges et à noter que l'activité est enregistrée. Donc, l'activité, d'ailleurs, aujourd'hui, elle m'enchante grandement. En gros, elle vise à favoriser les échanges entre les classes des jeunes secondaires et une personnalité publique sur la transition écologique. Et notre personnalité publique aujourd'hui, c'est nul autre que Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Donc, Catherine, qui est de l'autre côté, sûrement en direct de Longueuil avec nous, elle est économiste de formation. Elle a été députée de Marie-Victorin de décembre 2016 jusqu'à novembre dernier. Elle est d'ailleurs la plus jeune femme à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec. Elle a siégé comme indépendante à partir de mars 2019. Puis c'est ça un peu qui lui a donné le recul nécessaire pour développer une vision politique non partisane qui était axée sur la coopération. Elle est aussi autrice de 3 livres, dont un livre qui est collectif, chroniqueuse au magazine Urbania, très engagée évidemment dans la communauté de Longueuil. En fait, ça fait longtemps qu'elle réside à Longueuil et aussi qu'elle encourage la participation. Elle a développé un lien solide depuis plusieurs années avec les Longueuillois et son accessibilité et son sens de l'écoute sont des qualités qui la définissent auprès de la population. Donc, Catherine, bonjour. Je te laisse nous parler un peu de ce que tu fais, mais surtout de ta vision de la transition écologique. Et c'est après ça qu'on va pouvoir ouvrir la discussion et les questions. Donc, bonjour. Merci beaucoup, Maud. Je suis super heureuse d'être là. D'ailleurs, je salue toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je salue l'initiative également du Lab 22, qu'on ait cette occasion-là, même dans les circonstances particulières qu'on vit. Mais en même temps, ça nous permet de nous réunir un petit peu partout à travers le Québec. Donc, effectivement, moi, je suis mairesse de Longueuil depuis quelques mois maintenant. Puis, je dois vous dire que c'est un rôle que je trouve extrêmement stimulant depuis les débuts, parce que oui, j'ai déjà une belle expérience politique. J'ai eu l'occasion d'être 5 ans à l'Assemblée nationale comme députée. Mais depuis que j'ai fait le choix de changer de la politique québécoise pour la politique municipale, je réalise à quel point le palier municipal, c'est celui sur lequel on peut avoir la plus grande influence, je dirais, à plus rapide, disons, échéance, parce que les décisions qu'on prend, on est capable de voir réellement les projets aboutir dans un laps de temps plus court. Vous savez, on pose des actions très, très concrètes pour pouvoir changer le quotidien des citoyennes et des citoyens qu'on représente. Donc, quand on parle d'enjeux comme la transition écologique et l'urgence climatique, bien, à mon sens, c'est une action politique qui doit avant tout passer par les villes. Et c'est ce que j'ai l'occasion de faire depuis déjà quelques mois avec mon équipe. On avait développé pendant la campagne électorale municipale un programme très développé là, en matière d'environnement. Je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui, là, déjà ce qui est en train d'être réalisé à Longueuil, mais ce qu'on prévoit également pour les prochaines années. Mais surtout, j'ai hâte d'échanger avec vous, savoir si vous avez des questions, non seulement sur ce qu'on s'apprête à faire à Longueuil, mais peut-être également sur les façons de faire en politique ou dans d'autres sphères d'engagement de la société pour avoir une influence là, sur notre communauté, puis au final, là, sur ce qui se passe là, à un niveau plus global. Parce que il y a un dicton qui dit qu'il faut agir localement pour avoir une plus grande influence à l'échelle globale. Puis sincèrement, moi, j'y crois de plus en plus quand je vois tout ce qui est possible de faire sur le terrain municipal. Oui, j'imagine en fait que
ce désir-là que la transition écologique s'accélère, ça a été un de tes moteurs pour passer de députée à mairesse. C'est parce que tu avais envie que les choses bougent plus rapidement. Exactement, exactement. Moi, je suis vraiment une fille d'action. Donc, c'est sûr que des fois, à l'Assemblée nationale, puis je veux dire, c'est un palier politique qui est super important aussi, mais on est plus dans les grands discours, les projets de loi, ça prend du temps. C'est des choses qui vont avoir des retombées à plus long terme. Donc, que moi, je suis vraiment davantage une fille d'action. J'aime ça, travailler sur des projets très précis que je peux voir là, la mise en œuvre de A à Z. Donc, j'ai réalisé en fait que la politique municipale, qui est un type de politique qui est moins connu parce qu'on en parle généralement moins dans les médias, mais c'était l'occasion de vraiment là, d'avoir cette influence-là à une échelle plus humaine aussi, en même temps, avoir un contact plus direct avec les citoyennes et les citoyens qu'on représente parce qu'on passe notre temps là, sur le terrain dans notre ville, contrairement à l'Assemblée nationale où finalement, j'étais 3 jours par semaine à Québec et j'étais pas pendant ce temps-là à Longueuil avec les gens que je représente. Donc, ces deux aspects-là. Si je peux résumer un peu là, justement comment on voit nous la transition écologique à Longueuil sur le plan là, de la politique municipale, bien d'abord c'est parce que comme décideurs politiques, on met vraiment l'urgence climatique au cœur de nos décisions. À chaque fois qu'on se penche sur un projet, sur quelque chose que l'administration nous soumet pour analyse, hein, parce que souvent ça peut marcher des deux côtés. Nous en politique, on veut faire avancer des projets, mais il y a également une administration publique qui, eux aussi, développent leurs projets, donc peuvent soumettre des orientations aux élus. Puis ensuite, c'est notre rôle, évidemment, de trancher. Mais donc, on a toujours en tête la responsabilité qu'on a à l'égard là, de l'urgence climatique. Puis ça, d'ailleurs, c'est vraiment une clé d'analyse qui est essentielle là, quand on prend des décisions comme décideurs politiques, justement, là, en 2022. Est-ce que tu as des exemples, justement, d'actions qui sont porteuses ou qui sont peut-être soit en train d'être mises en place par la Ville de Longueuil, là, mais des actions qui sont porteuses au niveau municipal pour lutter contre les changements climatiques? Oui, totalement. On en a plusieurs. Je dirais que l'élément peut-être le plus central sur le plan environnemental de notre programme, c'est notre vision pour la protection des milieux naturels. Celles et ceux là, qui connaissent Longueuil savent que bon, c'est une ville située sur la rive sud de Montréal, mais qui est très densément peuplée quand même et très développée sur le plan urbain. Et il ne reste que très peu de boisés, de milieux naturels qui n'ont pas été développés. Et nous, notre administration, c'était très clair dès le départ qu'on voulait justement mettre un frein au développement de tout ce qui reste en matière là, de boisés et de milieux humides qui sont à haute valeur écologique, même à moyenne valeur écologique. Donc, on est en train là, de répertorier l'ensemble de ces terrains-là parce que ça n'avait jamais été cartographié. En fait, il n'y a pas eu de plan de conservation des milieux naturels à Longueuil depuis 2005. Puis en 2005, c'était assez ténu. Là. On était très loin des objectifs qu'on a aujourd'hui. Puis même à l'époque, la Ville de Longueuil était une des seules municipalités à avoir agi de cette façon-là. Maintenant, on a des objectifs pour toute la communauté métropolitaine de Montréal. Mais à Longueuil, on souhaite aller encore plus loin puis de trouver des façons légales également de protéger ces milieux-là parce que les scientifiques le disent. La protection des milieux naturels en milieu urbain, c'est une des meilleures façons de lutter contre les changements climatiques parce que ça préserve des endroits où on va être en mesure de capter le carbone qui est produit là, par nos villes. Donc, si on fait simplement juste raser les boisés, bien, on n'a plus ces lieux-là qui sont précieux non seulement pour la biodiversité des espèces, mais également pour capter le carbone. Ouais, les îlots de chaleur. Exactement. Ouais. Exactement. Puis c'est ça. Puis quand on préserve ces milieux-là, bien, on se retrouve pas avec des problèmes qui sont difficiles à gérer après ça, comme trop d'animaux d'une espèce pour pas assez d'arbustes d'une espèce, etc. Donc, c'est sûr que si toi, à long terme, tu peux prévenir une catastrophe, je pense que on s'en va juste faire quelque chose qui a beaucoup d'espoir, là, je pense, pour la Ville de Longueuil. Justement, là-dessus, ben, j'ouvre la période de questions. Ici, question des participantes de façon anonyme. Comment les maires et les mairesses peuvent-ils inspirer et influencer les décideurs et décideuses au niveau provincial et fédéral pour véritablement opérer la transition socio-écologique? Excellente question. Une excellente question, effectivement. Puis moi, je répondrais sur 2 plans.
il y a deux choses qu'on peut faire. On peut faire des représentations. C'est sûr que moi, par exemple, comme mairesse de Longueuil, j'ai accès aux différents ministres des paliers gouvernementaux. Même, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer François Legault, le premier ministre du Québec, pour parler des projets de Longueuil là, en matière de protection des milieux naturels et des besoins législatifs également. Hein, parce que le gouvernement du Québec va pouvoir avoir une influence sur, par exemple, un outil comme la loi sur l'expropriation, qui va permettre aux villes d'aller chercher un terrain, d'aller acquérir un terrain puis le protéger des promoteurs immobiliers, par exemple, qui voudraient faire du développement. Donc, c'est sûr qu'on a des outils à négocier avec le gouvernement du Québec comme ça, puis c'est un pouvoir d'influence. Donc, moi, par exemple, comme mairesse de Longueuil, je représente 250 000 habitants et je suis également présidente de l'agglomération de Longueuil avec donc Saint-Bruno, Brossard, Boucherville, Saint-Lambert. Et là, je représente 450 000 personnes. Donc, c'est sûr que c'est un rapport de force dans la population qui me permet d'avoir une écoute attentive, disons ça comme ça, de la part des autres paliers de gouvernement. Donc, ça, c'est d'une part. Puis d'autre part, moi, je crois beaucoup au pouvoir d'influence par l'exemple, de porter des projets, non seulement sur la protection des milieux naturels, mais on en a plusieurs autres. On a un plan de verdissement très ambitieux qui veut nous permettre d'atteindre 25 des canopées urbaines d'ici 10 ans. On veut mettre en place un chantier de la résilience pour impliquer les communautés plus vulnérables, justement, dans la transition écologique qu'on a à faire. Donc, toutes sortes d'innovations. Également une charte verte qui va protéger les droits de la population en matière environnementale. Ça n'a jamais été fait au Québec. C'est une innovation longueuilloise qu'on est en train de développer. Bien, ça va avoir de l'influence. On souhaite évidemment que ça réussisse, puis qu'à ce moment-là, mais que ça puisse servir aux autres gouvernements, tant le gouvernement québécois que fédéral, pour dire « Ah, mais si ça fonctionne à Longueuil, pourquoi pas faire en sorte de l'implanter partout au Québec? » Donc, on veut vraiment jouer un rôle de leadership à cet égard-là. Absolument. C'est sûr que quand on voit qu'il y a un projet qui fonctionne super bien dans une ville, ben, en tant que citoyen, on peut faire pression sur notre propre ville pour dire, regardez comment cet exemple-là est porteur de sens, là, vraiment. Donc, exactement. Puis même le gouvernement peut s'en inspirer parce que, finalement, ça fonctionne à Longueuil. Ils n'ont peut-être pas osé, disons, avoir cette initiative-là à la grandeur du Québec, mais là, de voir qu'il y a une ville qui le fait de façon concrète, ben, ça peut avoir disons, un incitatif plus grand là, pour le gouvernement. Oui, pourquoi pas les appuyer à plus grande échelle. Une question de Jacqueline ici. Est-ce qu'en tant que mairesse, vous avez des réunions avec les autres maires ou mairesses des différentes villes du Québec et quelle sorte de liens de collaboration entretenez-vous? Oui, donc j'ai énormément de rencontres avec d'autres maires et mairesses du Québec, particulièrement celles et ceux qui composent l'agglomération de Longueuil. Là, comme je le disais, moi, je suis présidente du comité exécutif de l'agglomération, donc on a des compétences partagées. Hein. C'est un peu comme le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, puis les municipalités. On se partage différentes tâches, différentes responsabilités. Ben, nous, à Longueuil, c'est un peu la même chose entre la ville centrale, qui est la ville de Longueuil, dont je suis la mairesse, et les villes de l'agglomération. On partage, par exemple, des dossiers en matière de logement social, on partage la sécurité publique, donc les pompiers, les policiers. Donc, ces maires et mairesses-là, je vous dirais que je leur parle à presque tous les jours dans les différents dossiers. Puis autrement, ben, pour les autres maires, par exemple, la communauté métropolitaine de Montréal, donc Valérie Plante à Montréal, Stéphane Boyer à Laval, c'est des gens que je côtoie aussi. J'ai presque des rencontres à chaque semaine avec eux parce qu'on siège sur différentes instances de concertation, comme la communauté métropolitaine de Montréal, qui, elle, réunit en fait 82 municipalités. Demain, on a une séance du conseil justement de la CMM. On va donc être 82 maires et mairesses autour de la table. Sinon, bien, sur des enjeux plus ponctuels. Par exemple, moi, je connais bien la mairesse de Sherbrooke, Evelyne Baudin, qui a été élue en même temps que moi également le 7 novembre dernier. On partage beaucoup d'affinités, de projets communs. Donc, c'est pas rare qu'on va s'appeler, qu'on va essayer de se parler là, pour pouvoir se donner des conseils. Puis, donc, il y a également une belle vague de jeunes et de femmes mairesses qui a été élue le 7 novembre dernier. Donc, on avait même créé un groupe dans la foulée de la campagne électorale pour se donner du soutien entre nous et se donner des conseils. Donc, c'est sûr qu'on est resté, les filles qui avons été élues, on est resté en contact, puis même avec celles qui n'ont pas été élues. Ben oui, elles peuvent quand même faire un changement dans leur communauté, mais c'est super inspirant de voir que vous serrez les coudes entre maires et mairesses, mais aussi entre mairesses. Je trouve que c'est vraiment c'est quelque chose quand même de très féministe, de voir à quel point vous serrez les coudes, qu'il n'y a pas de compétition, puis que vous travaillez ensemble, toutes les villes, puis
J'imagine qu'il y a des villes qui ressemblent plus à Longueuil que d'autres. Tu sais, Sherbrooke, c'est quand même une ville où il peut y avoir des similarités. Donc, c'est le fun de voir que vous inspirez. Tout à fait, tout à fait, en fait, parce qu'il y a aussi, je parlais de la communauté métropolitaine de Montréal, mais également l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, qui représente un certain nombre de villes. Il y a aussi la Fédération québécoise des municipalités, qui, elle, va représenter souvent les plus petites villes et villages. Nous, dans l'UMQ, c'est les plus grandes villes, puis même au sein de l'UMQ, il y a une espèce de caucus que nous on appelle, donc une espèce d'instance de réunion qui réunit en fait les 10 plus grandes villes du Québec. Donc, de Montréal jusqu'à Terrebonne. J'ai une autre question ici de Marouane qui te demande, j'entends parfois des politiciens reprochant leur manque d'expérience à des jeunes candidats aspirant à des postes politiques décisionnels, pas simplement représentatifs, comme celui de mairesse. Est-ce que cet argument tient la route d'après ton expérience? Je ne sais pas si la question est claire pour toi. Oui, je comprends très bien la question parce que, vous savez, la première campagne que j'ai faite, j'avais 23 ans. Donc, c'est certain que j'étais vraiment stressée de savoir si les gens allaient me prendre au sérieux, s'ils allaient trouver ma candidature crédible. Et moi, j'étais pleine de bonne volonté, mais réalistement, à 23 ans, mon CV était plutôt ténu. Moi, je sortais de l'université en économie. Je m'étais beaucoup impliquée socialement dans ma communauté, mais n'en demeure pas moins que je ne pouvais pas avoir une expérience professionnelle de 25 ans. J'en avais 23. Donc, j'étais assez préoccupée par ça. Mais malgré tout, j'ai décidé de foncer puis de me faire confiance. Puis une chance que je ne me suis pas arrêtée à ça parce que sincèrement, le nombre de fois où j'ai reçu des commentaires de la sorte, je peux encore les compter là, sur les doigts de mes mains là, de la part des citoyens. Au contraire, on entend tellement que les jeunes sont désengagés qu'on dirait que quand les gens nous reçoivent puis qu'ils voient justement qu'il y a une relève qui est compétente, qui est motivée, qui est prête à mettre les efforts nécessaires pour réussir, bien, on nous fait confiance. Puis je pense que la preuve de mon élection, autant il y a 5 ans et quelques mois comme députée que cette année en tant que mairesse, j'ai pas encore 30 ans, c'est la preuve que la population est tout à fait ouverte à faire confiance aux jeunes. Je veux dire, j'ai même pas gagné j'ai pas gagné de façon serrée. J'ai gagné avec 60% des votes à Longueuil, la 5e plus grande ville du Québec. Donc, je pense pas que les gens de Longueuil sont différents d'ailleurs au Québec. Je pense que si on leur fait la preuve que comme jeune, évidemment, c'est pas facile, puis ça prend énormément d'efforts et parfois de sacrifices pour faire sa place dans un milieu comme la politique à un jeune âge, mais je pense qu'à n'importe quel âge, parce que c'est un milieu qui est particulier en soi, mais je pense que c'est la preuve que les gens peuvent faire confiance autant aux femmes qu'aux jeunes, que souvent c'est nous-mêmes qui se mettons nos propres barrières. Absolument, puis je pense même que le Québec souhaitait voir des visages différents, des types de dirigeants différents, puis que même ça peut être un avantage d'être jeune parce que même au niveau de la transition climatique, des fois on fait peut-être plus confiance aux jeunes parce qu'on a l'impression qu'ils sont plus informés, plus engagés dans la crise climatique. En tout cas, moi, c'est ma perception à moi, mais visiblement... C'est la même perception que j'ai, oui. Au contraire, même moi, j'ai souvent beaucoup plus senti que c'était un avantage qu'un inconvénient. Puis, plus les personnes sont âgées, plus souvent ils sont enthousiastes en passant. Des fois, on a cette espèce de pensée à savoir c'est peut-être plus les jeunes qui appuient les jeunes. Puis oui, bien sûr, j'ai toujours senti que ça pouvait aider. J'ai rencontré énormément de personnes âgées qui me donnaient là, vraiment une confiance puis un sentiment qu'on passe le flambeau, puis c'est correct, puis c'est une génération qui prend sa place, puis on doit écouter les jeunes. Tu sais, les gens sont préoccupés pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Oui. Donc, de voir qu'il y a quelqu'un de ces générations-là qui souhaite s'engager, qui souhaite s'investir, c'est vu d'un très bon œil, de façon très, très générale. Oui, c'est le cycle de la vie. Justement, en lien avec la dernière question de Marouane, il y a quelqu'un ici qui demande si je suis un jeune ou une jeune qui souhaite se préparer en politique, eh bien, se préparer, comment dois-je faire? Par où commencer? Mais d'abord, je veux juste préciser qu'il n'y a pas de formation académique particulière qui mène à la politique. Je me fais souvent poser cette question-là. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est d'étudier dans un domaine qui vous passionne. C'est ça la clé, c'est de pouvoir développer justement des sujets qui vont nourrir votre curiosité, votre esprit, que vous allez pouvoir vous développer un sens critique, puis un apport également peut-être sur un sujet ou dans une cause particulière. Et l'autre conseil que je vous donnerais, c'est impliquez-vous, évidemment, là, dans votre communauté. Impliquez-vous pour les causes qui vous tiennent à cœur. C'est comme ça que vous allez bâtir non seulement un réseau de contacts, mais une expérience
politique à proprement dit, parce que la politique, c'est pas juste entre les murs d'un parlement ou d'un hôtel de ville. Ça se passe à tous les jours dans son implication sociétale. De justement suivre ses passions en ce qui a trait au domaine d'études, puis également là, de s'impliquer dans sa communauté, c'est les meilleures façons de se préparer à la politique. Oui, je pense que c'est vraiment un bon conseil, justement, de s'impliquer dans son école secondaire ou au cégep. C'est là où on peut vraiment prendre le pouls des réels enjeux de la population à plus petite échelle puis se préparer pour... Exactement, mais même quand on est au secondaire, on peut s'impliquer dans des organismes communautaires, aller voir justement dans votre ville, les organismes, par exemple, des gens qui vont soutenir les familles vulnérables. Il y a même des organismes qui s'impliquent pour l'environnement dans nos villes. Puis souvent, ils sont à la recherche de gens, de bénévoles. C'est souvent des personnes plus âgées qui sont à la retraite qui s'impliquent. Puis ces comités-là sont tellement heureux de voir quand il y a des jeunes qui débarquent pour s'impliquer. Donc, moi, je vous conseille, c'est des vraiment, vraiment belles expériences. Moi, c'est ça qui m'a donné la piqûre quand j'avais 15-16 ans. Ah, c'est bon à savoir, ça. Une autre question ici. Avez-vous les mêmes problèmes que Montréal concernant la gestion du recyclage de votre municipalité? Avez-vous un meilleur résultat quant à la quantité de vos ballots de recyclage? Ah, ça, d'ailleurs, Maud a fait une très bonne capsule sur le sujet récemment sur Instagram. Oui, c'est ça. Mais la crise du recyclage qui est à la grandeur du Québec, malheureusement, je ne peux pas dire que Longueuil performe mieux l'agglomération dans ce cas-ci que Montréal ou qu'ailleurs au Québec. On a des sérieuses questions à se poser. D'ailleurs, nous, on a confié un mandat à notre commission de l'environnement pour étudier notamment de quelle façon on peut mieux valoriser nos matières résiduelles également, comment est-ce qu'on peut... nous, on est en train de développer également un programme de journée d'éducation zéro déchet pour les citoyens également. On va tous devoir jouer un rôle autant pour réduire à la source, mais également dans le processus du recyclage. Il y a un rapport qui a été publié par le BAP, donc le Bureau d'audience en environnement très récemment, qui donne des pistes intéressantes pour tous les paliers gouvernementaux. Donc ça, c'est sûr que ça va être un très gros enjeu des prochaines années. C'est clair, et j'ai bien hâte de voir la suite. Une autre question ici. Aux dernières élections municipales, les taux de participation des jeunes ont atteint un niveau très faible. Comment devrions-nous assurer une plus grande participation des jeunes aux élections pour s'assurer que leur vision puisse découler dans les choix des projets des villes? Bien, le taux de participation des jeunes est malheureusement plus bas à tous les paliers gouvernementaux et la participation électorale elle-même est en déclin, ce qui m'apparaît très préoccupant d'un point de vue démocratique. Moi, j'espère que comme société, on va se poser des bonnes questions puis qu'on va trouver des moyens pour justement arriver à impliquer davantage la population. C'est pour ça que c'est à Longueuil, on veut développer des mécanismes de participation citoyenne qui vont permettre aux gens de pas seulement aller voter à chaque 4 ans, mais de prendre part directement aux décisions de notre ville, que ce soit par un office de participation publique. On a également des comités consultatifs citoyens, notamment en matière d'environnement, mais également un conseil jeunesse qui va permettre déjà d'aller ratisser plus large dans les écoles. On veut faire des liens justement avec les comités étudiants pour que les jeunes nous soumettent leurs idées puis qu'ils voient que c'est possible de les faire avancer dans les institutions démocratiques municipales. Déjà ça, je pense que ça peut développer une habitude intéressante. Mais de façon plus générale, moi, je crois beaucoup à l'instauration des cours d'éducation à la citoyenneté dans les écoles. C'est un projet que j'ai défendu beaucoup comme députée à l'époque, que le gouvernement actuel semble vouloir porter. En tout cas, on entend qu'ils sont en discussion pour décliner un nouveau cours qui permettrait de nous donner des notions de politique, de comment fonctionne notre système électoral, à quoi ça sert un député, à quoi ça sert un maire, une mairesse. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, ou en tout cas, c'est laissé souvent à la discrétion des enseignants les plus passionnés sur ce sujet-là d'entre eux. Mais là, on veut vraiment qu'il y ait un cours spécifique. Donc ça, je pense que ça va aider. Autrement, moi, je suis également défendresse de l'idée du droit de vote à 16 ans. Ah ouais. Parce qu'il y a plusieurs études qui démontrent qu'en donnant le droit de vote à un moment de la vie où on est plus stable, on habite généralement encore chez nos parents, on est à l'école secondaire, on serait plus porté à exercer notre droit de vote à 16 ans versus à 18 ans lorsqu'on est dans une période moins stable de notre vie. Et on sait que le premier vote va avoir une très grande influence sur l'habitude de vote dans le futur. C'est sûr. C'est prouvé qu'il y a 50% des gens, ceux qui ne vont pas voter à leur premier vote, 50% d'entre eux n'iront jamais voter de leur vie. Donc, c'est pour cette raison-là qu'à 16 ans, ce serait intéressant. D'autant qu'à 16 ans, tu peux payer des impôts quand tu travailles. Donc, c'est un peu le principe
T'es un Pourquoi est-ce citoyen, qu'on oui. paierait des impôts si on n'a pas le droit de voter? Le principe en histoire, on apprend le no taxation without representation. Mm. C'est On contribue à la société. Exact. Exact. Ah, c'est très intéressant. Comme dernière question, avant de se quitter, Catherine, on demande ici, c'est quoi tes souhaits pour la transition écologique à Longueuil et tes souhaits pour les jeunes là, liés à la transition écologique? Ben, pour les jeunes, je souhaite que les jeunes prennent la place qui leur revient. Donc, moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est foncer. Vous êtes capable de faire tomber les barrières. Vous êtes capable d'avoir une influence très grande à l'échelle du Québec. Vous savez, moi, j'ai été bien impliquée il y a 10 ans dans le mouvement étudiant, les carrés rouges, le printemps érable, comme on l'a appelé pour les droits de scolarité. Puis ça n'a pas été parfait, mais on a fait bouger quand même le gouvernement grâce à une mobilisation très grande. Et dans les dernières années, on l'a vu que justement, les jeunes, la nouvelle génération a pris sa place. Il y a eu des manifestations pour l'environnement. Donc, continuez à faire entendre votre voix, puis prenez votre place dans les instances décisionnelles. Donc, oui, moi, je crois au pouvoir de la mobilisation, des manifestations, tout ça, mais il faut aussi être là où les décisions se prennent. Et moi, c'est pour ça, notamment, que j'ai choisi de faire le saut en politique. Essayez d'influencer justement vos décideurs politiques. Allez vous impliquer dans les comités citoyens. Faites entendre ce que vous avez à dire. Donc, nous, c'est justement les instances qu'on veut mettre en place à Longueuil. On veut faire de la place aux citoyens, on veut faire de la place aux jeunes. Puis en ce qui a trait à l'environnement, en plus de tout ce qui est protection des milieux naturels, charte verte, exemplarité environnementale, donc de faire en sorte que justement la Ville donne l'exemple aux citoyens dans ses pratiques. On parle d'électrification de notre flotte de véhicules, de pratiques de réduction des déchets, réduction également de l'utilisation de l'eau potable. On parle également de mise en place d'aménagements urbains qui vont favoriser la mobilité active ou simplement dans les règles d'urbanisme quand on construit de nouvelles constructions, d'avoir justement des jardins, une cour intérieure au lieu de simplement du stationnement qui peut faire contribuer aux îlots de chaleur. Donc, c'est plein de règles qu'on peut mettre en place, puis plein de projets également avec lesquels on peut impliquer la population, puis qu'on peut faire de l'éducation citoyenne, puis qui va avoir une influence très grande au final là, sur la transition écologique. Tout le monde a son rôle à jouer. Absolument, mon Dieu, il y a tellement de choses. J'aimerais rajouter aussi là-dedans. Mais c'est déjà la fin. Cette discussion était super stimulante. Catherine, merci énormément pour ton temps. C'est déjà la fin de l'activité. Donc, je conclue là-dessus en remerciant tout le monde pour votre présence, votre participation. La prochaine activité de la journée, ça va être Monnaie alternative, repenser l'économie à 17h avec Alain Deneau, Yves-Marie Abraham et Maude Betty, que j'animerai d'ailleurs. Vous pouvez visionner les capsules éducatives disponibles en tout temps sur le site web du Lab 22. Les capsules portent sur une variété de sujets reliés à la transition écologique qui peuvent vous aider en tant que professeur ou en tant que parent, en tant qu'élève pour stimuler la discussion en classe. Et si vous souhaitez faire bouger les choses à votre école, vous pouvez demander à votre école de signer le pacte de l'école québécoise. C'est aussi possible de le signer vous-même individuellement pour passer de la parole aux actes. Et sur le site web du Lab 22, c'est possible de trouver une boîte à idées pour partager vos idées pour une école éco-responsable et éco-citoyenne. Et avant de vous quitter, je tiens à remercier tous les partenaires du Lab 22, les organisateurs. Donc, merci à tout le monde et la transition se poursuit jusqu'à 19h ce soir.